tous. Frédéric Chassagnol-Roche, Petit Boudali, ANSM, Jean-François Bergman, hôpital Lariboisière. Donc on va vous résumer notre travail de cette table ronde numéro 5. Alors, un court mot d'introduction. On parle d'accès précoce, donc on est dans un problème de cinétique, de dynamique comme accès précoce. Bien évidemment, ça n'intéresse que les médicaments qu'ils méritent, ou les produits de santé qu'ils méritent, donc les innovations. Mais on a décidé de ne pas passer 3 heures à savoir ce que c'était que l'innovation. On considère qu'on est tous d'accord pour savoir ce que c'est que l'innovation, qu'il y a un certain nombre de critères qu'on a remis là. Et puis, nos problèmes qu'on va voir défiler, c'est, puisqu'on fait dans la cinétique, que les délais soient les plus courts possibles, que l'accès précoce soit équitable et qu'il soit adapté aux besoins non couverts, à la gravité de la maladie et bien sûr aux bénéfices apportés par la maladie. Et puis, on veut qu'il y ait pour le patient un continuum dans les essais, l'enregistrement et la mise à disposition, avec, puisqu'on prend une espèce de risque dans cet essai précoce, ça on a beaucoup insisté, la notion de réversibilité des décisions, puisque prendre un risque, c'est peut-être gagner et donc on continue, mais c'est peut-être aussi perdre, et donc il faut pouvoir revenir sur les décisions de l'accès précoce. Alors, dans le papier, vous avez vu qu'il y a 21 propositions. Alors, on va vous les décliner. Alors, on a décidé de les faire cinétiques. C'est la vie d'un patient. Alors, j'ai amené la tenue du patient de base. Donc, moi, je suis le patient, à PHP. Normalement, on doit voir mes fesses avec ça, mais il faut le mettre dans l'autre sens. Oui, mais bon, ça va plus vite comme ça. Donc, le trio, il y a le patient, il y a celui qui va soulever les problèmes et celui qui va répondre aux problèmes. D'abord Frédéric, puis Lofty, puis après ça croise. Et donc moi, patient, je suis très inquiet par ma maladie en rechute et j'ai vu sur Google, qui est la base de la recherche clinique dans le monde, qu'il y avait un médicament qui allait être testé. Donc, inquiet par mon pronostic, je veux pouvoir éventuellement bénéficier d'un essai clinique avec ce futur médicament. Merci Jean-François. Donc effectivement, les essais cliniques sont un moyen d'accès précoce, et c'est ce qu'on a discuté au cours des ateliers et à la table ronde en particulier, avec une notion, c'est bien d'avoir des essais cliniques, enfin faut-il encore en avoir sur le sol français, et ça pose toute la question de l'attractivité. Donc c'est vrai que la France est particulièrement reconnue pour son excellence scientifique. Maintenant on est dans une mondialisation, et donc la France se trouve en compétition avec d'autres pays qui ont aussi développé leur savoir-faire. Et là se pose donc la question de pourquoi un industriel ferait particulièrement des essais cliniques en France, et notamment en phase précoce. Donc il y a des enjeux de cohérence d'accès, et donc on parlera au cours de cette présentation du continuum de l'accès. C'est un élément d'attractivité, mais il y a aussi des processus réglementaires, des délais qu'il faut traiter, puisque ça fait partie des problèmes. Et donc on a travaillé sur ces solutions. Donc, le constat qui est partagé bien sûr sur l'essai clinique pour un patient, le fait d'identifier une molécule ou un essai, donc d'avoir l'essai. Pour avoir l'essai, il faudrait que celui qui le mène prenne la décision de le mener en France. Pour le mener en France, c'est sur un enjeu de rapidité de mise en œuvre, rapidité de recrutement et aussi qualité des données. On sait que sur un certain nombre de domaines, en termes de rapidité de recrutement, qualité des données, en France, on est un pays très attractif, mais aussi objectivement poser le constat de difficultés rencontrées en France, où on a été percuté par différentes dispositions administratives, le contrat unique, et puis après, des difficultés au sein de la NSM en termes de délai de décision, autorisation, refus, mais délai de décision. Et on sait que ce problème de prévisibilité et en termes de réponse, et aussi
les points sur lesquels les agences se positionnent sont rédhibitoires pour les demandeurs parce qu'on est sur des recrutements qui sont compétitifs, très rapides. Et on a aussi observé, indépendamment, ne pas se limiter uniquement au périmètre européen, mais regarder ce qui se passe au niveau mondial. On a bien vu que tous les essais de phase 1, notamment quand on prend la partie, ce qui est le plus dynamique actuellement, c'est l'oncologie et l'hémato-onco, que les recrutements se font en fait aux États-Unis et qu'on se retrouve en Europe plutôt sur les phases d'expansion. Et même sur ces phases d'expansion, on pouvait passer à côté. Donc c'est très bien de prendre 2 mois pour évaluer, mais une fois qu'on a évalué, on a autorisé et que les inclusions sont terminées, tout le monde aura travaillé pour rien. Aussi bien demandeurs, agences et patients, finalement, au bout du compte, n'aura pas eu accès à ce traitement. Et potentiellement dans un accès un peu plus dégradé, qui serait la TU nominative, où on dispose très peu de données. Donc d'emblée, c'est des mesures qui ont été prises par l'ANSM, en tout cas ce qui relève de l'autorité, de se dire, on déploie un plan d'action avec des résultats aussi, des gains rapides et immédiats, et de montrer aussi notre capacité de faire et d'adaptation. Donc c'est de modifier notre capacité à traiter ces demandes, adaptées en fonction de l'enjeu, du type d'essai clinique, etc., et de donner plusieurs possibilités. Alors on sait qu'il y a un règlement européen qui va être déployé, qui est sans cesse retardé. Le déménagement sans doute de l'EMA à Amsterdam n'arrangera pas les choses, puisque la priorité de l'EMA qui est exprimée, c'est ne pas retarder les AMM en termes d'accès. Donc ce qui est sur les autres sujets peuvent être retardés. Pour autant, on le prépare. Et une phase pilote a déjà été lancée en France. On a été suivi ensuite par les Allemands pour avoir une évaluation simultanée CPP-ANSM. Cette phase, elle est en cours. Sans doute, il faudra l'accélérer. Mais l'enjeu, c'était derrière de dire on donne une visibilité et une possibilité à chaque demandeur de choisir la voie qu'il souhaite utiliser pour avoir un retour sur son essai. Donc, en mettant d'emblée, en ouvrant les fast track pour les essais cliniques, c'est une réalité aujourd'hui. C'est vrai que sur des champs qui sont limités, mais qui peuvent être ouverts, et cela aussi vient avec les discussions qu'on peut avoir avec les demandeurs, mais aussi la communauté médicale. Les patients, on les a de plus en plus en échange avec l'ANSM, et c'est aussi dans la démarche des autorités d'être ouverts sur les usagers. Quand on parle d'usagers, c'est patients, médecins, en tout cas établissements, tous les acteurs de santé. Donc c'est un fast track qui se met en place. Et aussi un échange avec les demandeurs pour que, quand on a une intention d'essai clinique, une demande, et que derrière, il faudrait qu'il soit aussi effectif et la capacité de mise en œuvre, bien sûr, il y a les autres freins qui sont identifiés, notamment les CPP, sans doute à construire, en respectant la stricte indépendance des CPP, une façon d'évaluer, qu'on n'évalue pas toujours la même chose, ce qui concerne la perte de chance, les situations des essais de phase 3B et 4 qui ont du mal à passer au niveau des CPP, trouver en tout cas une réponse pour pouvoir les permettre d'accéder, et puis une spécialisation des CPP. Donc clairement, clairement, c'est sur ces axes, actuellement l'agence mène des actions. On voit les résultats, on a déjà les résultats. Aujourd'hui, on est à moins de 45 jours de délai médian et moyen de réponse de l'ANSM, et quasiment 95% des demandes d'autorisation sont rendues dans les délais réglementaires. Il y a un an de cela, on était, je crois, à 100 jours en moyenne, ce qui était inacceptable. Donc on revient en tout cas sur quelque chose qui est prévisible. L'enjeu, c'est d'aller plus loin, et on lance aussi les fast tracks sur les médicaments thérapie innovantes. Le projet a été lancé, en tout cas la possibilité de le faire a été lancée au mois de février. On fera le bilan au fur et à mesure. Mais c'est important d'avoir cet échange aussi avec les opérateurs. Pardon. Que Dieu vous entende. D'accord, mais moi je voudrais aller, j'habite dans le fin fond de la Creuse, est-ce qu'il y a un centre qui va faire l'essai près de chez moi ? Alors là, ça pose toute la question de l'organisation des essais cliniques, de leur propre coordination. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a discuté de ce qui existait déjà, et il y a des benchmarks qui sont intéressants, l'autre fille va nous en partager, mais je pense particulièrement à l'onco, il y a des choses qui sont organisées, donc pourquoi ne pas les étendre par exemple. L'idée étant toujours d'améliorer donc l'image de la France à l'étranger pour que les investissements aient bien lieu en France et pas ailleurs, et c'est aussi la question de la valorisation de la recherche académique. Alors, pour savoir si il y a un essai dans lequel je peux participer dans une région, il faudrait pour autant avoir accès à ces informations. Et dans le cadre aussi bien du Data Health Hub et aussi de la République numérique, l'agence s'est engagée dès à présent sur un planning qui est de quelques mois, de commencer à donner accès à l'information. En tout cas, le terme n'est pas de transparence en tant que tel, mais que l'information soit accessible
de façon publique sur son site. Donc, ça inclut également les essais cliniques. Je pense que les essais cliniques ont été identifiés comme les premières données dont on peut donner accès. Et comme ça, on sait quel essai clinique est autorisé en France. Alors, il y aura une limite parce qu'on n'aura pas tous les sites investigateurs. Pour autant, en tout cas, c'est important de donner celle-là. C'est important aussi qu'on utilise, en tout cas sur le dynamisme qui existe avec les clips et tout ce qui est comme l'écosystème de développement en oncologie et hématologie pour qu'il s'étende aussi davantage. C'est-à-dire que cette activité en oncologie ne préempte pas sur le reste des domaines, sur les restes des besoins et des champs thérapeutiques, mais au contraire que ça soit aussi un modèle adapté sur d'autres, dans le neurodégénératif, mais aussi dans d'autres domaines, et que qu'il y ait une impulsion qu'on amène aussi à avoir ce développement pour pouvoir avoir accès, en tout cas à l'information, et depuis son centre, en tout cas de l'endroit où on se situe, de savoir sur quel site on peut s'adresser et que ça s'intègre quasiment dans le parcours de soins. Mais ça passe d'abord par l'accès à l'information et bien sûr, c'est quelque chose sur lequel l'agence se positionne, commencera à mettre à disposition assez rapidement. D'accord, moi je vais pouvoir donc participer à cet essai, mais je vais donner mon corps, je ne suis pas un cobaye, je veux au moins être sûr que l'essai auquel je vais participer a les qualités qui permettent non seulement que je bénéficie du traitement, mais aussi que la science bénéficie de mon investissement. Alors Dieu merci, la recherche est encadrée, comme on le sait tous dans cette salle. Après, la question est quel cadre ? Et c'est vrai que quand on commence à parler d'accès précoce, et dans certains cas particuliers, se posent rapidement des questions méthodologiques. Donc on en a listé un certain nombre que vous voyez sur le slide. Donc c'est la population concernée, c'est la question des comparateurs, c'est la question du design même de l'essai clinique, c'est la discussion du type d'analyse et des critères d'évaluation. Alors il y a un sujet assez émergent et croissant actuellement, c'est toute la discussion des méthodologies, particulièrement quand on s'adresse à des petites populations de patients, avec des difficultés dans certains cas pour valider avec une phase 3 comparative. On sait que quelquefois ça n'est pas possible pour des questions de nombre de patients, quelquefois ça n'est pas possible aussi pour des raisons éthiques. Alors comment faire? Quelles solutions on peut trouver? C'est parti. Alors, ça passe nécessairement par... bien sûr, c'est quelque chose, c'est une situation à laquelle on est confronté régulièrement, et on voit bien arriver des produits sur lesquels on peut se positionner au niveau de l'AMM, d'autoriser, puis après, en termes d'appréciation sur la place dans la stratégie, l'essai n'a pas été conçu pour répondre à certaines questions, et finalement l'essai, en tout cas, l'essai est bon pour l'AMM, mais finalement n'est pas bon pour la haute autorité, ou en tout cas en termes de démonstration de ce que ça apporte à la collectivité, n'est pas mesurable pour les payeurs. C'est une vraie question et tout ne s'anticipe pas. Il y a un véritable enjeu, bien sûr, de dialogue précoce, c'est-à-dire d'échange dès lors qu'on est dans les intentions pour s'assurer éviter en tout cas certaines impasses réglementaires et de prévoir certains, en tout cas sur certaines données dont on n'estime pas, en tout cas on ne mesure pas l'intérêt quand on est vraiment dans le précoce ou dans les phases 2, mais qui vont être demandées plus tard et qui sont nécessaires en tout cas sur l'accès dans le cadre de l'AMM. Donc il y a besoin de cet échange, mais pas nécessairement qu'avec les autorités, parce que les autorités, l'administration ne fait pas la décision médicale, c'est avant tout les cliniciens qui sont sur le terrain, qui expriment cette demande, et on le voit très bien actuellement déjà avec des groupes coopérateurs, et on connaît aussi le positionnement de la France sur la recherche académique au niveau européen, comment on se situe. C'est important aussi de l'utiliser, de valoriser, d'aller plus loin. On voit, sans citer, il y a le GERCOR, mais ils sont très nombreux aussi à s'impliquer, et de voir davantage en tout cas de coopération sur ce type de développement, à la fois pour caractériser un besoin sur une indication que l'industriel n'a pas nécessairement, en tout cas n'est pas dans ses objectifs de développement, mais qui permettent aussi de répondre à des questions qu'on se pose et sur lesquelles on pourra en tout cas garantir l'accès du point de vue administration, c'est-à-dire le dispositif, et donc sa pérennité, et aussi dans un cadre sécurisé. Donc oui, les avis scientifiques sont importants au niveau européen, mais aussi au niveau des autorités, et je dirais même que ce n'est pas un avis qui est donné qui permet de dire quel est le développement, autrement ça serait que les agences
d'ailleurs, c'est pas leur savoir-faire, mais plutôt de dire qu'il faut qu'il y ait cet échange qui soit régulier et au fur et à mesure du développement et de voir comment on répond à telle question. Et qu'il n'y ait pas qu'une seule autorité impliquée. C'est important que les pays, enfin la haute autorité qui se positionne sur le SMR, ASMR, puisse aussi donner ces éléments, en tout cas, sur les données dont elle aurait besoin. Et on arrive aujourd'hui à donner une AMM, aujourd'hui une ATU de cohorte agnostique ou histoagnostique qui vient d'être octroyée, qui a été octroyée la semaine dernière, mais qui devrait débuter au mois d'avril. On est avec une ATU de cohorte où on est sur quelques dizaines de patients. Mais en même temps, on est sur des résultats de rupture. Donc les agences peuvent s'adapter. Et derrière aussi, nos collègues de la haute autorité qui sont, en tout cas qui participent, qui regardent de façon neutre à l'appréciation et l'évaluation de l'agence, auront aussi à se positionner. Ça s'est passé de la même façon pour les carticelles. On n'était pas sur les standards habituels, en tout cas en termes d'objectifs. Pour autant, ils ont passé l'ASMR 3 et l'ASMR 5 et devraient être disponibles dans le cadre de l'AMM. Ils sont toujours en post-inscription. Donc c'est vrai qu'il y a besoin de cette agilité et de s'adapter et puis d'avoir une cohérence de demande, chacun dans son rôle. Aujourd'hui, on est comme ça, voilà, HAS, ANSM, mais d'avoir cette cohérence. ATU agnostique, vous m'avez dit, je ne suis pas sûr que pour moi je comprenne. Mais bon, moi ce que je voudrais, c'est si je fais l'essai thérapeutique et si l'essai est positif, ou si d'autres font l'essai parce qu'il ne peut pas être fait en France, mais que j'ai quand même la maladie, est-ce que je pourrais avoir le médicament même avant qu'il ait une autorisation de mise sur le marché? C'est quand même important pour moi, ma maladie progresse. Alors en France, on a un système génial qui s'appelle l'autorisation temporaire d'utilisation, donc l'ATU, que tout le monde connaît, qui est complètement unique, même si des pays commencent à aller vers ce type de processus-là. On a un énorme recul en France, puisque la première ATU, je crois que c'est 1994, donc il y a un gros recul, un gros savoir-faire. La principale problématique avec l'ATU, on parlera tout à l'heure de financement, mais la principale problématique, elle est que jusqu'à il y a très peu de temps, et au moment où on se parlait à Gien, on n'avait pas encore les dernières informations, mais et on avait, voilà, c'est que la problématique, l'ATU, depuis très longtemps, elle ne s'adresse qu'à la première indication. Et donc, or, on sait qu'aujourd'hui, avec l'avancée de la science, on peut avoir des produits multi-indications et la 3e ou 4e indication du même médicament peut être tout à fait au moins aussi innovante, voire quelquefois plus. Et c'est quand même dommageable avec donc, le processus jusqu'à début octobre qui existait, de ne pas pouvoir effectivement répondre à ce besoin, y compris avant l'autorisation de mise sur le marché. Donc depuis, il y a eu un article de loi, mais là, ça fait partie des solutions. Bien sûr, bénéficier du traitement avant l'AMM, c'est aussi bénéficier d'un traitement sur lequel on n'a pas tous les éléments, c'est-à-dire on est sur des données qui ne sont pas encore matures, et donc il faut aussi accepter ce risque, c'est un pari. C'est-à-dire l'enjeu, c'est de dire, on a une présomption, donc on est avant l'AMM, il y a un enjeu de donner un accès, parce qu'on est dans des situations qui justifient au regard du contexte clinique et sur lesquelles on ne peut pas retarder. Et donc, comme c'était dit, en France, c'est quelque chose qui est assez ancien. Et donc, même si aujourd'hui certains s'émeuvent de dire, oui, accès innovation, mais attention, on pourrait prendre des risques pour les patients, comme l'a rappelé Frédéric, c'est depuis 1994 que la France donne accès de façon précoce avant qu'on se positionne sur l'AMM. Et dans certaines situations, bien sûr, où on n'atteint pas l'objectif. Donc il y a cette possibilité en France d'avoir accédé à un traitement avant l'AMM. Pour autant, est-ce que votre médecin pourra vous le prescrire ? Et donc, il y a, comme on l'avait dit, il y a un enjeu qui est assez important, c'est le partage d'informations pour être aussi en termes d'équité d'accès. Les ATU, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on avait certains centres qui étaient davantage utilisateurs, savaient manipuler en tout cas sur tel produit, d'autres n'en avaient pas connaissance nécessairement. Et l'ANSM a modifié, en tout cas a simplifié les modalités de demande d'ATU, mais également de donner la liste des produits, tout simplement en donnant d'abord un guichet unique sur le site de l'ANSM, aujourd'hui qui est dématérialisé. Alors ce n'est pas bien sûr une innovation, mais tout de même, on sort des facs, c'est pas anodin.
un guichet unique, mais également un référentiel. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous faites une demande d'ATU, vous avez un certain nombre de produits qui sont aujourd'hui disponibles en ATU nominative, sur lesquels il y a les indications qui sont validées, comment ça doit être suivi, enfin en tout cas quelques éléments synthétiques, et le prescripteur via sa pharmacie hospitalière, eh bien, bien sûr il y a des éléments à documenter sur le patient initial, etc. Et soit il atteste, mais c'est sa décision médicale, que c'est conforme au référentiel. Et à ce moment-là, au sein d'un NSM, c'est traité de façon quasi automatique. Bien sûr, il y a un regard qui est prêté pour regarder en termes d'âge, etc. et tout, mais en tout cas, ça facilite. Et quand on est dans des situations nouvelles, bien sûr, ça appelle une évaluation et donc un délai de retour qui est de 24 et 48 heures. Mais il y a une réactivité, mais en tout cas, un accès à cette information-là qui est pour les ATU nominatifs qui sont, en tout cas aujourd'hui, que la NSM octroie sur tout le territoire. Information que tout le monde n'avait pas, ou alors avait un an après la liste des produits pour laquelle l'agence a donné au moins une ATU nominative. Donc ça n'avançait pas quand même tout de même sur l'information. Donc c'est un vrai sujet. Autre chose, donc ça c'est un point, mais autre chose, un point qui change aussi les choses radicalement, c'est que suite en tout cas aux discussions qui ont eu lieu dans le cadre du CSIS, mais aussi aussi avec des parlementaires et bien sûr au niveau du gouvernement, c'était l'élargissement des dispositifs des ATU de cohorte aux produits qui disposent d'une AMM. Et c'est quelque chose qui a été donc discuté dans le cadre du PLFSS 99, puis donc LFSS 99, avec possibilité de mise en œuvre au 1er mars. Et aujourd'hui, on est sur la première ATU d'extension qui a été octroyée le 7 ou 8 mars, en tout cas voilà, dès le début mars, avec déjà 2 ou 3 patientes qui bénéficient de ce traitement. Simplement pour dire que côté agence, on s'est préparé, mais on s'est préparé aussi avec un échange assez étroit avec les industriels, parce que bien sûr, il y a un besoin que l'industrie sollicite, parce que c'est sur demande du laboratoire, donc c'est important qu'on soit assez, qu'il y ait en tout cas cette compréhension et que les patients puissent accéder dans le cadre aussi de ces extensions d'indications pour lesquelles on était, bien sûr, on avait ce gap, on avait ce qu'on appelait le trou dans la raquette, mais qui devenait de moins en moins supportable, avec des délais très importants, voire des attitudes paradoxales où on traitait avec de l'ATU nominative alors qu'on avait des produits avec un très bon niveau d'évidence. Aujourd'hui, c'est une réalité, on en a une, et puis il y a 3 ou 4 qui sont attendus dans les prochains mois. Sachant que n'est pas réglé la question du financement, pour autant, ça n'a pas empêché, en tout cas aujourd'hui, de leur mise en œuvre. En tout cas, en oncologie, je peux annoncer qu'il y en a au moins 4 dans les prochaines semaines qui vont être attendus. Donc des modalités simplifiées. Parce que si on fait de l'accès précoce, on ne peut pas être en retard. Oui, voilà. Et donc voilà, c'était pour dire que c'est déjà une réalité. Bon, donc d'accord, on va peut-être avoir des ATU, mais moi, mes données, puisque j'ai participé à l'essai, ont-elles servi? Et est-ce que finalement, moi qui suis malade, ça sera bien gratuit, puisque ce médicament, il n'aura pas encore de prix? C'est un vrai sujet sur les ATU. Comme vous le savez, on n'a pas de contrôle de la prescription en France, mais bon, dans les ATU, pour autant, il faut se conformer à un protocole. Mais les produits perdurent après l'ATU et avant le financement, ce qu'on appelle le post-ATU. Et aujourd'hui, se pose bien sûr la question de ces données, qu'est-ce qu'on en fait, sur lesquelles on n'a pas, en tout cas on les perd, ces données, on les a pas, et qui intéressent l'autorité et l'administration, mais aussi les payeurs, mais également les titulaires. Qu'est-ce qu'on fait ? On a inversé. Donc en fait, il y a 2 sujets. Il y a un sujet des data, et puisque effectivement là on a une opportunité tout à fait unique, c'est qu'on dispose avec l'autorisation temporaire d'utilisation la possibilité d'avoir les premières données d'utilisation en pratique clinique, donc des produits qui sont concernés par la mise en œuvre. Donc là, récupérer les données, c'est absolument fondamental. Et donc on a discuté de ce sujet-là au cours de la table ronde, et ça fait partie des propositions. Pourquoi ne pas conditionner réellement donc l'obligation, j'allais dire, de remplissage et donc de mise à disposition des données à la prescription et à la prise en charge. Donc pour le prescripteur, c'est assez engageant évidemment, mais c'est peut-être un moyen qui permettrait de vraiment récupérer les données. Après, il y a d'autres problématiques effectivement sur le timing, puisqu'on sait très bien que dans certains cas, les données ne seront pas forcément très éclairantes si on est sur quelques mois uniquement d'utilisation. Mais néanmoins, ce sont les premières données et il est de notre devoir de tout mettre en œuvre en tant que laboratoire, en tous les cas, de faire en sorte qu'elles soient disponibles et utilisées.
Ensuite, il y a le sujet du financement. Donc, si on peut se réjouir, effectivement, et on avait discuté de ce point-là à Gien, donc là, c'était début octobre, et en fait, donc, on a eu les articles de loi qui ont été votés fin décembre. Donc, bonne nouvelle, article 65, donc, effectivement, extension du processus ATU aux extensions d'indication. Donc, c'est une très bonne nouvelle, et réglementairement, c'est applicable à partir du 1er mars. Quand on regarde bien, et là je vais choisir mes mots, quand on regarde bien le contenu de l'article, par contre en termes de financement, là ça n'engage que moi, mais j'avoue que c'est d'une complexité assez folle. Et ça nécessite d'ailleurs un décret en Conseil d'État. Donc là, on est en attente de ce décret en termes de modalités d'utilisation et de mise en œuvre du financement. Donc là, le vœu, j'allais dire collectif, c'est d'espérer avoir un décret qui clarifie les éléments et qui n'arrive pas trop tard, puisque si réglementairement le 1er mars était la date de la première mise en œuvre, en termes de financement, on n'a pas de nouvelles du décret. Donc là, on appelle de nos voeux un décret clair et dans des délais qui soient, là pour le coup, rapides. Alors, d'accord, il a l'ATU, mais après, il faut qu'il ait l'AMM. Donc, il va falloir qu'il soit évalué par les agences et rapidement, parce que moi, ma maladie progresse. Et puis après, il faut qu'il soit remboursé. Donc, il y a des problèmes actuellement en France sur ces points-là. Alors, non, c'est un vrai sujet sur le remboursement et donc l'utilisation en pratique courante, de sortir de ces processus dérogatoires qui sont aussi qui représentent un coût pour les praticiens, pour tous les acteurs, parce qu'on est dans le dérogatoire, et l'enjeu c'est d'y arriver. Et c'est vrai que nous sommes confrontés à une question de délai et de voir dans quelle mesure ces délais pourraient être respectés, sachant que dans cet aspect de délai, ce n'est pas uniquement des acteurs côté payeurs, autorités, mais également c'est quelque chose qui se passe sur deux niveaux, mais aussi du côté du laboratoire. Et donc c'est quelque chose qui est partagé, et côté industrie, en tout cas industriel, quelles solutions pourraient être proposées, mais aussi qui soient soutenables par toutes les parties. Donc le premier volet, c'est les délais. Donc comment optimiser les délais dans le cadre du le volet HAS et notamment de l'évaluation. Donc là, il y avait la HAS qui était présent à la table ronde, et c'était une bonne chose que d'avoir la NSM, la HAS d'ailleurs de l'INCa, et donc ça a pu nous permettre de rendre des propositions vraiment concrètes et qui soient engageantes pour l'ensemble des parties prenantes. Donc déjà, il y a des fast-track qui existent. Donc il y a plusieurs types de fast-track, j'en citerai deux. Il y en a un qui est pour les médicaments qui présentent un caractère présumé innovant, où là on a même la possibilité de déposer le dossier avant le CHMP. Et puis on a aussi ce qu'on appelle un pré-dépôt dans le langage technique, où on a la possibilité en tant qu'industriel de déposer au moment de l'avis du CHMP donc le dossier pour tenter d'accélérer les délais au niveau HAS. Donc l'idée, c'est d'encourager l'utilisation de ces fast-track. Après, au sein de l'HAS, il y a plusieurs pistes. Il y a la programmation et certaines formes de priorisation. Et donc là, on était tous d'accord pour dire que dans les sujets à prioriser, il y a certaines populations à probablement privilégier, comme la pédiatrie, ça a été discuté, mais il y a aussi, par exemple, les ATU, donc les médicaments qui ont bénéficié ou qui bénéficient à ce moment-là du process d'une ATU doivent être priorisés dans les dossiers en fait, à évaluer par la Haute Autorité de Santé. Donc après, on avait un autre sujet qui est extrêmement important et pour lequel on a passé un peu de temps, c'est la notion d'expert. Pourquoi ? Parce que, en fait, choisir des experts pour les autorités, c'est un parcours, parce que vous savez, vous connaissez la loi, donc il y a la question, j'allais dire, des liens d'intérêt, et qui ne font que retarder les choses, puisqu'il est assez difficile, apparemment, de trouver des experts sans lien d'intérêt. Donc là, il y a eu plusieurs, et je prends mes petits papiers pour essayer de, on va dire, relater les propos de l'ensemble des parties prenantes. Donc il y a une proposition qui consiste à innover en matière d'expertise et donc proposer des modèles qui privilégient une expertise ascendante de terrain, donc qui
favorisera l'émergence de ce qu'on peut appeler des patient care leaders et pas de KOL, on va dire, avec donc la pertinence d'avoir aussi un vivier d'experts sans lien d'intérêt, donc déterminer à l'avance un vivier d'experts sans lien d'intérêt, vivier dans lequel pourrait puiser donc l'HAS pour ses expertises. D'autres auteurs ont souligné la possibilité d'avoir dans des cas précis des experts avec lien d'intérêt quand on ne peut pas faire autrement, notamment évidemment à ce moment-là ça serait rendu transparent et à titre consultatif, mais ça c'est par exemple prévu dans la charte de l'expertise quand il n'y a pas de possibilité d'avoir des experts, notamment dans les maladies rares. Donc ça existe déjà, donc pourquoi ne pas utiliser ce levier-là? Et puis ensuite, on a aussi la question de la valorisation de l'expertise. Et là encore, il y a une mesure CSIS, donc, qu'on appelle de nos voeux en termes de mise en œuvre, qui consiste à renforcer l'attractivité de l'expertise en valorisant l'expertise dans les carrières universitaires et plus largement dans les carrières professionnelles. Alors après, on a discuté aussi de deux autres sujets qui sont la notion de temporalité. Deux sujets, en fait. Il y a le remboursement temporaire. Et là, il y a un article, un sous-article de l'article 65 qui prévoit dans la loi de finances donc, un remboursement ou une prise en charge temporaire. Donc on a raté l'ATU, on a un médicament plutôt innovant. Il y a une modalité qui va pouvoir... J'ai dépassé, on me coupe le son. Non. Et donc, en fait, qui va pouvoir permettre d'obtenir ou de demander pour les industriels donc une prise en charge temporaire. Donc là encore, on attend les modalités à travers un décret en Conseil d'État, qui n'existe pas aujourd'hui. Et puis, on est très en retard. On a un autre sujet, qui est la conditionnalité, et là, on va y revenir tout à l'heure. Il faut vraiment accélérer. Et dans la même continuité, c'est même continuité aussi. Hein, c'est dans les suites. C'est aussi sur les longueurs des négociations, négociations de deux parties sur lesquelles on n'a pas de visibilité, parfois qui durent plusieurs années. Sachant que tous les produits ne sont pas couverts par l'accès en post-ATU et que même les indications des ATU sont plus restreintes souvent que celles de l'AMM, qui pose un vrai problème d'accès et de prix pour l'ensemble des patients qui sont visés par l'AMM. Donc là, on a traité tout à l'heure du délai au niveau HS, délai au niveau du CEPS, c'est aussi un sujet. Donc là, c'est simplement, et vous aurez l'occasion de lire dans l'article, la mise en œuvre d'un article du CSIS, d'une mesure CSIS qui prévoit tout un tas de mesures extrêmement opérationnelles et concrètes pour notamment encadrer les délais d'échange entre CEPS et industriels. Parfait. Mais tout ça, ça veut dire que... est-ce qu'on n'aurait pas pu faire plus vite, plus tôt? Est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper tous ces processus? Alors, les agences n'ont pas, bien sûr, accès à toutes les informations et c'est à partir d'un niveau, quand on est sur un essai clinique ou demande d'ATU, et aussi sur la veille pour avoir l'accès. Mais c'est un vrai sujet, en tout cas, d'Horizon Scanning, d'identifier bien en amont et de s'y préparer, même en termes d'évaluation. Et puis, bien sûr, il y a ce qui s'annonce comme innovant, mais qui n'en est pas un. Alors, en termes de solutions, il y a deux choses que j'aimerais souligner. Il y a la première proposition, c'est d'anticiper. Et là encore, dans le cadre du CSIS, il a été élaboré une mesure qui concerne, donc qui s'appelle Horizon Scanning. En fait, l'idée est assez simple, c'est d'avoir une vision anticipée des produits à venir. Nous, on tient à souligner que ce qui serait intéressant, c'est que cet Horizon Scanning soit partagé par l'ensemble des parties prenantes et par l'ensemble des autorités et des agences, pour avoir une vision, j'allais dire, cohérente et qui engendre ensuite des décisions qui soient les plus cohérentes possibles. Ensuite, il y a le sujet de la data, donc on en a discuté ce matin, l'opportunité du Health Data Hub. Il y a une vraie opportunité d'utiliser de la data, de faire de la bibliographique. On a des moyens en 2019 qui ne sont pas ceux d'il y a 10 ans, donc à nous de savoir les... Bon, mais au moins, si je commence, vous êtes sûr qu'après votre accès précoce, vous n'allez pas me retirer mon médicament en cours de traitement? C'est le principe de se dire, on est très en amont donc, sur des données qui ne sont pas totalement matures et sur une possible aussi sur l'éventualité où finalement, ça ne répond pas aux objectifs tels qu'on les avait présumés en termes de bénéfice-risque et donc d'agir derrière. Comment procéder? Parce qu'il y a le bénéfice-risque en termes de population. Pour autant, on a des patients qui sont en cours de traitement. Et comment traiter? La décision brutale pose problème. Du jour au lendemain, de dire ce n'est plus financé. Clairement, il y a un vrai sujet pour amener en tout cas cette réversibilité qu'on voit en tout cas en pratique et au quotidien. Alors, il y a un vrai sujet. On a discuté des ATU, mais c'est là où c'est important de passer juste quelques secondes sur la notion de...
j'allais dire, nouveaux tuyaux, nouveaux processus pour des molécules qui sont particulièrement innovantes et pour lesquelles le niveau de maturité des données cliniques dont on dispose à ce moment-là n'est pas complètement finalisé. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un processus un peu spécifique. Donc la bonne nouvelle, c'est que depuis juin, il y a eu la publication donc, de la doctrine de la Commission de la transparence qui prévoit un SMR conditionnel. Alors après, la question qu'on peut se poser, comment ça se traduit en aval après en termes de négociation avec le CEPS, ça, pour le moment, on n'a pas encore la réponse, mais ça veut dire que c'est un accès qui est conditionné à la fourniture de data supplémentaires, que ce soit provenant des essais cliniques ou provenant des données de vraie vie. Et donc là, c'est toute la nécessité, j'allais dire, d'identifier des critères d'éligibilité à cette conditionnalité. Donc on peut assez facilement faire des ponts avec l'AMM. L'AMM conditionnelle, ça existe. L'AMM circonstance exceptionnelle, ça existe. Donc pourquoi ne pas lier les choses et puis ensuite inscrire un remboursement qui soit effectivement conditionnel et temporaire à la fourniture de data dans un délai raisonnable qui pourrait aller de 3 à 5 ans en fonction des aires thérapeutiques. C'est la proposition du groupe. Puis dernière question, moi je suis dans la Creuse, donc est-ce que vous êtes sûr que comme c'est IV et c'est à l'hôpital, est-ce que l'hôpital de Guéret aura mon médicament une fois que vous aurez permis son accès précoce? C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une situation complexe sur des produits avec des indications multiples. Alors indications multiples pour lesquelles, pour toutes, il n'y a pas un positionnement en termes de financement, donc c'est pas très clair. Toutes les indications, les laboratoires ne vont pas nécessairement demander, en tout cas, chercher en tout cas à négocier un financement, donc qui ajoute encore plus d'illisibilité. Et puis, bien sûr, des ASMR, des SMR différents, parfois dans des sous-populations d'une même indication. Donc, vraie problématique aujourd'hui, ils sont évoqués la liste en sus qui détermine le financement ou non des thérapies onéreuses. Donc là, les propositions du groupe, je vais juste en prendre une ou deux. Donc une assez simple, c'est liste en sus. Donc on sait qu'à l'hôpital, on a une problématique d'accès concret aux patients pour les ASMR qui ne sont pas des ASMR 1, 2 et 3, et pour autant les produits peuvent être qualifiés de progrès thérapeutiques significatifs. Et donc là, c'est une demande assez simple en attendant la refonte de l'évaluation qu'on attend. Donc c'est l'inscription des ASMR 4 sur la liste en sus, puisque je vous rappelle que le décret date de 3 ans maintenant. Et donc depuis 3 ans, effectivement, il y a quelques patients qui n'ont pas accès par l'application de ce décret. Donc voilà, c'est un point qui est extrêmement important. Et puis l'autre élément que je voulais souligner, c'est effectivement la réforme du financement qui a été évoqué ce matin, effectivement, et qui va être un élément extrêmement important pour assurer une cohérence. Et c'était un petit peu tout le fil rouge et le fil conducteur de la discussion de la table ronde, cohérence des décisions entre les différentes instances pour bien s'assurer qu'au bout du bout, le patient ait bien accès à son médicament. Merci, je suis rassuré. Donc, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'étapes, accélérer, collecter, évaluer, informer, coordonner, financer. Et ça ne marchera que si on accepte de façon bilatérale la prise de risque, ce qui sous-entend la possibilité de réversibilité si on perd et facilité si on gagne. Et tout ça ne peut se faire qu'avec un développement de qualité pour des molécules de qualité. Donc, allouer des ressources spécifiques, ce qui revient un petit peu à la table ronde d'avant. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, intervenir à 3, c'est 3 fois plus. Bon, merci beaucoup en tout cas. Les débats ont été passionnés et passionnants dans la table ronde. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur cet accès précoce? Oui, tout au fond. C'est une question. Je voulais juste remercier notre patient professeur de s'intéresser à la recherche clinique et juste lui indiquer qu'il y a un site d'information sur lequel il trouvera tout ce qu'il cherche sur la recherche clinique quand il voudra participer, qui s'appelle notre-rechercheclinique.fr. C'est mieux que Google ? Mais 1000 fois mieux, allez voir. En plus, c'est présent sur les réseaux sociaux, etc. Il faut y aller. Et une question pour l'ANSM, vous avez parlé de mise à disposition par l'ANSM d'éléments justement sur les essais cliniques autorisés en France et les sites autorisés ou impliqués dans ces essais cliniques. Est-ce que ce sera quelque chose spécifiquement français ou est-ce que c'est les registres européens, US qui existent déjà ou...
Alors, pour l'accès à l'information, bien sûr, il y a le registre européen et le portail de version publique Clinical Register. Pour autant, l'enjeu pour l'agence, c'est d'être en temps réel, de donner l'information. Si aujourd'hui, par exemple, on autorise tel essai, on connaît l'information au jour J, et pas nécessairement être que sur les essais en oncologie ou en pédiatrie. Après, c'est aussi une clé pour... On a eu des échanges avec la CFCE pour l'oncopédiatrie, qui était demandeuse où il y a un site qui actuellement existe et qui est vraiment très bien fait, qui donne des éléments sur tous les sites investigateurs actifs, non actifs, les essais en cours, qui partent de l'information que donne l'agence, de l'information que l'essai est ouvert, et ils vont aller chercher, en tout cas, le PI, les centres qui sont ouverts au fur et à mesure, mettent à jour, et quand c'est terminé, ils arrêtent. Et c'est une information aussi qui est utilisée par les investigateurs. On se rend compte que même dans un domaine où la profession se connaît très bien assez réduite, l'information n'est pas disponible pour tout le monde. Donc c'est un vrai sujet de données, c'est pas répondre à toutes les questions, mais au niveau français, de donner l'information quand un essai est autorisé. Après, bien sûr, d'autres acteurs vont s'approprier cette information et puis l'exploiter en vue de faire, en tout cas d'ouvrir, de donner davantage d'éléments en fonction de la thématique. C'était l'oncopédiatrie, mais ça peut être aussi sur l'orphan. Merci bien. Voilà, une dernière question, puis après on passera à la dernière restitution. Merci beaucoup. Merci. Avec les ATU d'extension, on a effectivement élargi la possibilité pour les patients d'avoir des traitements. Mais vous parliez d'un trou dans la raquette qui était comblé. Moi, j'en ai trouvé un autre et ça me gêne terriblement. Ce sont les patients qui ne peuvent plus avoir accès à des traitements parce que le médicament qui a fait l'objet d'une ATU nominative n'a pas pu faire l'objet d'une ATU de cohorte. Mais il a obtenu l'AMM, mais l'AMM, du coup, n'est pas encore, puisqu'il n'y a pas de financement derrière, la seule disponibilité de ce médicament est offerte en continuité aux patients qui avaient bénéficié de l'ATU nominative, mais pas à d'autres. Or là, on se trouve dans une situation, je trouve, très paradoxale, puisque là, le médicament a l'AMM, il n'y a pas de solution pour des patients qui pourraient rentrer dans l'indication de l'AMM, alors qu'avec l'ATU d'extension, on va avoir des patients qui vont bénéficier d'un médicament dans une indication hors AMM. Alors, elle sera hors AMM, mais elle sera conforme, elle sera réglementairement, c'est-à-dire on est dans la dérogation AMM. C'est une vraie, en tout cas, c'est une vraie difficulté, enfin, c'est une vraie question, un vrai problème qui est identifié, sur lesquels on essaie d'apporter un traitement. C'est aussi de l'anticipation. Et aussi de la part des demandeurs, en tout cas des laboratoires, aussi d'être dans cette dynamique de revendiquer, enfin, de demander un accès, de demander de solliciter des ATU de cohorte, extension ou autre. Parce que c'est aussi à leur initiative. Et puis la temporalité, quand est-ce ça intervient. Et un des produits qui sont assez régulièrement utilisés en ATU nominative, c'est vrai qu'on ne s'explique pas pourquoi ils n'arrivent pas en ATU de cohorte. Ça peut être lié à des manques d'anticipation, donc dans ces situations doivent être systématiquement en tout cas revues. Je sais que dans certaines situations, on a manqué de temps. Parfois, on est dans des situations où on n'arrive pas à qualifier la population, on est vraiment dans le nominatif au cas par cas. On est vraiment dans les limites de données de l'ATU de cohorte. Il y a aussi des situations où l'AMM a fait tomber l'accès à d'autres indications depuis des années et sur lesquelles aujourd'hui on est en usage non conforme. Je pense à un produit en particulier, très largement utilisé. Et aujourd'hui, il est donc de fait largement utilisé hors AMM parce que l'AMM vise une indication qui est très restreinte. Là-dessus, l'agence, on sait que le laboratoire ne va pas revendiquer parce que ça a duré des années, ça n'a pas abouti, ça a abouti aux États-Unis. Eh bien, on va agir de façon pragmatique, on va l'encadrer par ce qu'on appelle aujourd'hui, qui existe à l'initiative de l'autorité, qui est la recommandation temporaire d'utilisation, pour couvrir ce besoin. Ça va prendre un délai, le temps qu'il y ait c'est à peu près 12 mois avant qu'il y ait une décision sur le financement, mais on n'a pas d'autre choix et on passera par cette voie, alors par la RTU, pour donner accès. Et on l'échange bien sûr avec l'industriel, l'INCA, parce qu'on est là dans la situation de l'oncologie, mais également aussi beaucoup avec les praticiens. Merci beaucoup. Merci bien pour cette belle restitution.